Donc, bonjour à toutes et à tous. Merci de vous être rendus disponibles en ce début d'après-midi. Les équipes d'audience de l'AFDAS et du SNELAC souhaitions vous réunir pour une heure consacrée à la cellule d'écoute psychologique et juridique de lutte contre les violences et le harcèlement sexuel et sexiste qui a été mis en place et adapté pour le secteur des espaces de loisirs, d'attraction et culturels. Donc, nous allons vous présenter succinctement ce nouvel outil qui est à la disposition de vos entreprises dans les différents compartiments du jeu. Je vais commencer par introduire au niveau du SNELAC, dont je représente le pôle juridique et social. Je m'appelle Artémis, pour ceux qui ne me connaissent pas. Les équipes d'audience vont vous présenter la cellule et sa mise en œuvre, puisque l'opération est réalisée par les équipes d'audience. Et l'AFDAS vous présentera en tant qu'OPCO les formations qui sont également à la disposition de vos entreprises sur ce sujet ô combien important. Si vous pouvez passer la slide, s'il vous plaît. Okay. Merci beaucoup. Donc, rapidement, le SNELAC, c'est un syndicat employeur donc qui fédère et représente les droits et les intérêts des entreprises qui exploitent des lieux de loisirs, des lieux de divertissement, des lieux culturels, qui a une double casquette au sein de son pôle juridique et social, puisque nous répondons à la fois aux questions des adhérents exploitants, tout ce qui relève du droit du travail, notamment de l'adaptation à la convention collective espace de loisirs, d'attraction et culturelle. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de juristes dans la salle, mais normalement, vous devez connaître notre IDCC 1790. Et le SNELAC s'occupe aussi des négociations et de l'adaptation de cette même convention collective. Donc, nous sommes organisation professionnelle et syndicats employeurs représentatif à plus de 80% au niveau national pour négocier tous les textes qui vont entrer dans ce cadre conventionnel qui régit le droit du travail au sein des entreprises qui exploitent du coup des parcs d'attractions, des musées, des châteaux, des parcs aquatiques, zoologiques, etc., etc. Au sein de cette table de négociation, nous assurons également la gestion et le développement de la branche professionnelle espace de loisirs, attractions et culturels. C'est un mot qu'on va abréger ELAC, puisqu'il y a plein de traits d'union. Et ce sera plus vite dit ainsi. Donc, on échange avec beaucoup d'institutions, notamment Audience et l'AFDAS, mais on représente et on défend les droits des intérêts des entreprises, pardon, également au sein de diverses administrations, ministères et représentants institutionnels. Donc, la branche des ELAC, c'est 4670 structures employeuses. C'est 6 segments d'activité. Parc d'attractions, musées, châteaux, ludopédagogiques, etc., etc. Et toute la partie culturelle. Et c'est à peu près 50 000 salariés. C'est une branche professionnelle qui est relativement récente par rapport à d'autres, mais la convention collective date de 94 et on constate un développement assez important du nombre à la fois de structures employeuses, mais aussi du nombre de salariés depuis sa création, on va dire au début des années 2000. Donc, on constate l'implantation de grands parcs majors en France, avec bien évidemment Disneyland Paris, mais aussi des groupes comme la Compagnie des Alpes, pour ne citer qu'elle appartient le parc Astérix et le Futuroscope, d'autres sites de taille, on va dire intermédiaire, comme les parcs Nigloland, etc., le Puy du Fou, bien sûr. Mais c'est surtout 80% de TPE, d'entreprises de moins de 11 salariés, parfois même encore moins, qui exploitent des sites de loisirs, de divertissement où le public se rend pour passer de bons moments, vivre des émotions en famille et entre amis.
Les entreprises de ce secteur d'activité partagent un modèle social et économique qui est particulier puisqu'il est saisonnier. Même les sites qui sont ouverts toute l'année connaissent des pics d'activité. Donc là, je parle de vos exploitations. Normalement, euh, tout le monde sait à peu près ce que je veux dire par pic d'activité et un modèle social saisonnier. Mais pourtant, 80% des salariés de cette branche professionnelle travaillent à temps complet. Ça, c'est une donnée qui me paraissait importante à vous partager, puisque c'est pas le cas dans d'autres secteurs saisonniers, comme par exemple l'hôtellerie, la restauration ou d'autres secteurs qui partagent ce même modèle. La branche des ELAC, c'est aussi 15 000 intermittents du spectacle, 14 800. Orguzo, pour ceux qui connaissent, le guichet unique des spectacles occasionnels, et 60% des salariés qui sont sous le régime spécifique des intermittents du spectacle sont des artistes. Cette donnée me paraissait également importante à vous partager puisque ça a été un des arguments pour travailler avec le groupe Audience, qui est l'organisme de protection sociale référent pour les salariés intermittents du spectacle. La branche des ELAC, c'est 49% de salariés qui sont des femmes. Donc c'est vraiment équitable la répartition hommes-femmes au sein de cette branche professionnelle, mais il n'y a que 12% des entreprises en 2023, puisque c'est une enquête qu'on a menée en 2023, il y a 12% des entreprises qui ont répondu à l'enquête qui ont signé un accord sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Un accord égalité pro, ça couvre un certain nombre de domaines, notamment l'égalité salariale. Et quand on regarde au niveau macro de l'entreprise, on s'aperçoit qu'il y a plutôt un faible écart de salaire, en tout cas comparé à d'autres branches professionnelles pour la moyenne dans d'autres secteurs professionnels, c'est 16%. Nous sommes à 7,5% dans la branche des ELAC. Ça peut peut-être expliquer pourquoi les entreprises n'en font pas forcément une priorité actuellement. Et c'est pour ça que c'est notre rôle en tant que représentant de vos droits, de vos intérêts au niveau de la branche des espaces de loisirs, d'attraction culturelle, de vous proposer des outils, des éléments clés en main. Et je pense notamment aux plus petites entreprises qui n'ont pas forcément la faculté de se mettre autour d'une table pour négocier un accord ou de mettre en place ce type de sujet si ce n'est pas une problématique, on va dire, prégnante au sein de leurs entreprises. Donc, c'est à nous, en tant que branche professionnelle, de vous proposer des accords cadres ou un panel d'outils pour mettre en place ce type de démarche en interne. Le modèle économique et social est plutôt le modèle social saisonnier, même si ça n'a pas forcément un effet important, en tout cas en termes de chiffres, sur l'égalité des salaires. On s'aperçoit quand on compare avec d'autres secteurs professionnels que ça peut être un élément à risque en termes de VHSS, le fonctionnement saisonnier, le pic de saison, le fait qu'il y ait beaucoup d'entreprises, qu'il y ait peu de salariés permanents qui vont recruter chaque année beaucoup d'emplois saisonniers, donc beaucoup de turnover, beaucoup de nouveaux arrivants, notamment un public, des collaborateurs assez jeunes. On a une moyenne de 27 ans au sein de la branche des ELAC. On s'aperçoit que ça peut mener à beaucoup de risques en termes de violence et de harcèlement sexuel et sexiste. C'est pourquoi, à l'issue du rapport emploi-formation dont je vous ai présenté les principaux chiffres qui a été réalisé en 2023, on a décidé justement de rejoindre la cellule proposée par notre organisme assureur Audience, avec qui nous avons créé le régime de frais de santé de la branche, qui a été créé en 2023 et qui est à votre disposition depuis le 1er janvier 2024. Maintenant, je vais laisser la parole. Ah oui, pardon, excusez-moi. Donc, le SNELAC a souhaité rejoindre cette cellule, l'adapter, vous proposer un kit de communication également adapté à l'exploitation de vos sites. Alors, notamment pour contribuer à l'amélioration des conditions de travail. C'est notre rôle en tant que syndicat de savoir ce qui se passe au maximum au sein de vos entreprises, même si nous n'exploitons pas. On essaie de se tenir un maximum informé de vos besoins et de vos attentes au niveau des conditions de travail, au niveau de l'adaptation du droit du travail, ce qu'on peut faire pour vous au niveau des négociations de la convention collective.
et encore une fois, de vous proposer une solution clé en main parce qu'on a bien conscience que quand on exploite un site de 5, 10, 15, 20, 30, 50 salariés, eh ben, on n'a pas forcément le temps de s'intéresser à ce type de questions. Donc là, je vais laisser la parole à Audience et à l'AFDAS qui vont vous présenter tous les éléments qui normalement ont été pensés pour pouvoir être mis en application de manière rapide et j'espère efficace au sein de vos entreprises. On a créé des kits de communication dédiés avec des slogans qui, j'espère, sont plus punchy pour que vous puissiez les mettre à la disposition de vos salariés et ainsi proposer un outil qui peut à la fois servir dans votre stratégie de marque employeur, puisque ça ferait en sorte que votre entreprise s'engage sur ces sujets-là, et ça peut également bénéficier à, au bien-être au travail de vos salariés. En tout cas, il nous a semblé que c'était une dynamique vertueuse qui pourrait être mise en place au sein de vos entreprises. Voilà, je laisse la main. Merci. Merci beaucoup. Cédric, peut-être je te laisse commencer pour Oui, la proposition de la ADAS. oui, oui, sans problème. Je vais prendre la main sur la présentation. Hop, est-ce que vous voyez bien la présentation? Oui, C'est bon? voilà, maintenant on la voit bien, oui. Merci. OK. Donc, merci beaucoup. En tout cas, merci pour cette invitation et ce partage cet après-midi. C'est vrai que, comme l'a dit en introduction Artemis, l'AFDAS est votre opérateur de compétences, c'est-à-dire qu'on accompagne les entreprises adhérentes à la convention collective et donc adhérentes à l'AFDAS dans le développement des compétences, mais l'AFDAS, historiquement, a investi tout un champ autour des problématiques sociétales sur la base de la volonté du conseil d'administration, de notre conseil d'administration, et donc le conseil d'administration représentant l'ensemble de nos branches, et notamment celle des espaces de loisirs, d'attraction et culturels. Et donc, évidemment, on s'est investi du champ de la lutte contre les violences et les harcèlements sexuels et sexistes. Déjà, en introduction, une première diapositive sur quelques éléments. D'abord, pour dire qu'il s'agit d'une obligation. Tout à l'heure, les collègues d'audience y reviendront plus en détail. Je vous ai indiqué quelques chiffres sur le nombre sur des estimations qui commencent à être un petit peu anciennes maintenant, qui remontent à il y a quelques années, mais qui indiquaient le taux de personnes qui, dans le champ, dans l'espace de travail, pouvaient être victimes de harcèlement sexuel et sexiste. Et donc, du coup, la nécessité de s'emparer de ça, cette diapositive, au-delà de ce qu'elle indique, c'est aussi pour montrer pourquoi il nous est apparu essentiel au sein de l'AFDAS de pouvoir vous accompagner, entreprises, notamment de la branche de la branche des ELAC, dans ce sujet-là ô combien essentiel. Je vais décliner l'offre que nous avons à ce titre-là. Elle est sous trois formes: la sensibilisation, la formation et l'accompagnement. Et je vais rentrer plus dans le détail, sachant que vous pourrez avoir le support avec les différents liens qui renvoient aux offres détaillées. La question de la sensibilisation, on a un site internet alors avec des vidéos, et un site internet qui permet d'avoir accès à tout un ensemble de ressources. Alors que là, je vous ai montré deux exemples de vidéos de quelques minutes, mais là, vous avez carrément une plateforme en ligne qui est un centre de ressources multimédia, à la fois avec des vidéos, des quiz, qui permettent de sensibiliser sur les problématiques de lutte contre les violences et les harcèlements sexuels et sexistes. Cette plateforme est mise à jour très, très régulièrement. C'est en partenariat avec Olesio, qui est un organisme qui participe à la mise en place de centres de ressources comme celui-là. L'idée, c'est déjà de commencer par aller voir ce qui existe, et c'est vraiment en accès libre, et on vous invite à pouvoir commencer par là pour commencer à se sensibiliser à ces problématiques-là. Et tout le monde peut y avoir accès. Il n'y a pas de compte à avoir, et c'est vraiment en accès libre et vraiment très facilité. Donc c'est bien le premier niveau d'information générale, de sensibilisation aux enjeux de problématiques de VHSS, et notamment à travers des témoignages.
Le deuxième pilier, c'est la formation. Alors déjà, ce que je peux dire, ce qui n'est pas indiqué sur les diapositives, mais que je peux dire en introduction, c'est que l'offre de formation que je vais vous déployer est une offre de formation qui, pour les entreprises qui appliquent votre convention collective, elle est prise en charge à 100% sur les fonds réservés par la branche via les fonds conventionnels. Donc, la commission paritaire qui régit l'utilisation des fonds conventionnels de votre branche décide chaque année d'allouer un budget pour pouvoir réserver, pour payer à 100% ces formations, c'est-à-dire que ça ne touche pas à votre plafond et donc vous n'avez évidemment pas de choix à faire entre des formations au titre des VHSS ou d'autres formations qui seraient importantes pour les métiers de vos salariés. Donc l'idée, c'est véritablement de pouvoir vous en saisir. C'est un point important qui me semblait devoir dire en introduction. Et je vais la développer très rapidement, mais l'idée, c'est de vous dire déjà dans cette première diapo, c'est que ça doit permettre, il y a 4 parcours différents de 1, 2 et 3 jours, que ça doit pouvoir toucher n'importe quel salarié à différents niveaux, et puis qu'elle couvre l'ensemble du territoire français, que ce soit métropolitain ou outre-mer compris. Le premier parcours, c'est une formation en une journée sur les fondamentaux. L'idée, c'est vraiment de sensibiliser tout le public. Ça peut être des formations collectives, ça peut être des formations pour l'ensemble des salariés d'une entreprise. C'est vraiment de pouvoir avoir un niveau d'information qui aille au-delà de la sensibilisation que je vous ai présentée rapidement. C'est vraiment d'avoir les fondamentaux, notamment les textes de droit, les mécanismes, identifier des situations de harcèlement qui vous permet vraiment de vous rendre compte des situations qui peut y avoir. L'idée de ces formations, celle-ci et toutes les autres, sont sur des formats mixtes, c'est-à-dire qu'elles peuvent être 100% en présence ou à distance ou en format mixte en fonction de vos organisations. Et c'est à voir avec les organismes qui ont été retenus dans le cadre de l'appel d'offres qu'a lancé l'AFDAS. Cette formation est donc d'une journée. Après, vous avez un parcours de 2 jours pour déployer des mesures concrètes de lutte contre les VHSS. Donc là, c'est un public qui est aussi assez large. Ce ne sont pas obligatoirement que les responsables. Il peut y avoir la coordinatrice ou le coordinateur de lutte contre les VHSS. C'est une formation de 2 jours et donc qui permet vraiment de pouvoir, en fonction des situations auxquelles les personnes sont confrontées dans une entreprise, de pouvoir réagir de la façon la plus adaptée. Comment je peux prévenir ces situations-là, comment je peux accueillir ces situations et commencer à apporter un accompagnement et voir quelles sont les mesures plus importantes à mettre en place. Et là, on rentre dans quelque chose de plus de l'ordre du développement d'actions concrètes au sein des entreprises et c'est l'étape d'après. Et enfin, les 2 autres parcours sont toutes les deux des formations de 3 jours, une qui est plutôt en direction des responsables ou des personnes en charge vraiment des problématiques de VHSS. Donc, la mise en place d'un plan d'action et du coup, de voir quels sont les plans d'action très concrets qu'il peut y avoir au sein de l'entreprise. Et puis, l'autre formation est celle des ambassadeurs, ambassadrices et puis les référentes ou référents de lutte contre les VHSS. Et donc là, c'est une formation qui est pour ces personnes-là. Vous savez qu'il il est indispensable, au-delà d'une certaine taille, de nommer des référentes ou des référents. Et l'idée, c'est que la formation puisse être prise en charge aussi pour les entreprises dans le cadre des budgets conventionnels. Donc, on voit qu'avec, au-delà du premier pilier de sensibilisation, on voit qu'il y a un panel de 4 parcours de formation qui sont adaptés à l'ensemble des personnes qui constituent des salariés d'une entreprise et l'une n'exclut pas l'autre. Ce n'est pas parce que vous allez proposer dans vos autres entreprises à tous les salariés une formation d'un jour que vous ne pourrez pas faire les autres formations. Là, vous avez l'ensemble des organismes de formation qui ont été habilités. Si vous allez sur le site de l'AFDAS, il y a une page dédiée à cette formation, à ces formations.
enfin à l'ensemble de l'offre VHSS, et vous avez notamment des liens avec tous les organismes de formation et avec les dates. Et vous pouvez aussi localiser en fonction de la situation géographique de votre entreprise, quels sont les organismes qui sont en capacité d'intervenir. Et puis enfin, le dernier pilier, donc on sensibilise, on forme et on peut accompagner. Peut-être que certains d'entre vous connaissent déjà les appuis conseils pour les avoir utilisés éventuellement. En fait, on s'appuie sur les appuis conseils existants, notamment sur trois de ces appuis conseils, l'appui conseil ressources humaines, l'appui conseil RSE et l'appui conseil égalité professionnelle, pour travailler plus spécifiquement sur les problématiques de lutte contre les violences et les harcèlements. Donc, on voulait indiquer pourquoi. L'idée, c'est que ça, c'est à travailler en amont avec votre conseillère ou conseiller emploi-formation au sein de l'AFDAS, de dire, ben voilà, nous, on veut engager un travail spécifiquement sur ces problématiques-là, ou ça peut être même si c'est pas spécifique, ça peut être en partie travaillé sur cet aspect-là, ou en tout cas que ça soit intégré dans un appui conseil, et ça peut guider le choix de l'accompagnement dont vous pourrez bénéficier. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas les appuis conseils, un appui conseil individuel se déroule en 5 jours avec un prédiagnostic, la co-construction d'un plan d'action, sa mise en œuvre et son suivi. L'idée, c'est vraiment que le cabinet conseil vient dans l'entreprise. Nous, on incite à ce que effectivement les appuis conseils se fassent et les temps des 5 jours se fassent en présence et pas à distance. Là, ce sont 5 jours de face à face, j'allais dire. On n'inclut pas dans ces 5 jours le temps de travail des cabinets conseils pour élaborer les documents et élaborer leurs interventions. On est bien sûr 5 jours en lien avec vous. Et donc, du coup, vous voyez que l'idée, c'est vraiment d'aller jusqu'au bout d'une démarche, sachant que ces appuis conseils peuvent être des appuis conseils collectifs qui sont d'une durée de 7 jours. Et dans le cas d'un appui conseil collectif, vous avez 3 jours en collectif et 4 jours en individuel. C'est-à-dire qu'un appui conseil collectif n'empêche pas l'entreprise, même bien au contraire, de travailler sur des problématiques qui lui sont propres. Voilà un petit peu, voilà rapidement ce que je pouvais dire. Ce qui est important pour terminer, c'est de dire que la première chose à faire dans toutes les démarches que je vous indiquais, alors sauf celle sur l'information et la sensibilisation qui est en accès libre, c'est véritablement de contacter votre conseiller ou conseiller emploi-formation dans chacune des délégations. C'est avec elle ou avec eux que vous allez pouvoir au mieux savoir si vous mettez en place tout de suite une formation, si vous mettez en place un appui conseil, et si dans le cadre de cet appui conseil, vous travaillez spécifiquement sur les problématiques de lutte contre les violences et les harcèlements. Et voilà, donc c'est vraiment de ne pas démarrer tout seul, parce que c'est des choses que vous pouvez faire, hein, vous avez tous les contacts, mais c'est bien quand même de pouvoir échanger avec votre conseillère ou votre conseiller pour que ça rentre dans une démarche bien complète. Est-ce qu'il y a des questions à ce stade-là? Est-ce que je suis peut-être allé un peu vite? Je peux revenir sur certaines diapositives. Oui. Alors, donc, je vois Isabelle Burget. Oui. Oui, bonjour, Bonjour. merci. J'avais une question sur on va dire, l'après-formation, notamment la gestion des saisonniers. Est-ce que finalement, ce sont les référents qui vont encadrer les saisonniers? Mais les saisonniers ne sont pas forcément en contact direct avec un encadrant. Ils vont être en contact direct avec des clients, avec des collègues. Comment vous bordez en fait cet aspect avec les saisonniers? Alors, nous, j'allais dire, on le borde pas de manière spécifique. On va le travailler sur la question de la formation d'un jour, par exemple.
on pourrait envisager qu'elle se fasse au démarrage d'une saison avec tout ou partie de l'équipe et notamment des personnes, les salariés saisonniers qui arrivent. Et ça peut être assez intéressant à cet endroit-là. L'importance de la formation à 2 ou 3 jours, c'est que ça permet justement à des personnes soit référentes de lutte contre les violences et les harcèlements, soit aux encadrants, aux managers, d'être sensibilisés et d'avoir des outils qui permettraient d'accompagner les saisonniers tout au long de la saison, notamment quand il s'agit notamment pour prévenir pour les cas de harcèlement sexuel ou d'autres vis-à-vis, en fait, de la part de certaines de vos clients ou des visiteurs de vos espaces, quoi, par exemple. Mais donc, du coup, l'intérêt de ces formations, il n'y a pas de formation spécifique saisonnier, encore une fois, mais l'intérêt de ces formations, c'est effectivement peut-être de les axer sur cet endroit-là. Et l'intérêt de nos prestataires de formation, c'est que on peut, si vous avez plusieurs salariés, vous pouvez monter un groupe ou à l'échelle d'un territoire, plusieurs structures qui peuvent se dire, bah tiens, on voudrait que cette formation, notamment celle de 2 jours, elle soit plus axée sur la sensibilisation des saisonniers à ces problématiques-là. C'est des choses qui peuvent se construire avec l'organisme de formation. Ou, pourquoi pas, dans le cadre d'un... Ça peut être une question qui peut se poser d'ailleurs même au niveau national. On pourrait envisager peut-être un appui-conseil collectif spécifique sur la problématique VHSS et saisonniers, puisque ces personnes-là, il y a un fort renouvellement qui peut se faire chaque année, et de manière à voir comment il peut y avoir un accompagnement plus particulier sur cette question-là, qui, vous avez raison, est un point particulier. Si je peux juste me permettre, Oui, Artémis, dans le prolongement de ce que vous dites, ce serait peut-être intéressant, il y en a peut-être autour de la table, d'entendre des entreprises qui ont eu recours à votre formation et de savoir comment ils ont justement décliné ces actions auprès des saisonniers dans le cadre de leur plan d'intégration. Est-ce qu'il y a des rituels qui sont en place et si oui, lesquels? Enfin voilà, je pense que ce serait intéressant de les entendre sur le sujet. Parce que nous, chez Batorama, moi j'ai fait appel aux entreprises pour la cité. Donc c'est un réseau d'entreprises qui lutte contre toute forme de discrimination. L'ensemble de mon CODIR a suivi une formation d'une matinée sur la sensibilisation à la diversité. Et après, tous mes collaborateurs, enfin toute l'entreprise, a suivi une formation d'1 heure et demie sur la sensibilisation. Mais je me rends compte en vous écoutant que finalement, on a un trou dans la raquette parce que là, on est rentré dans notre haute saison et que les saisonniers n'ont pas suivi cette formation. Donc c'est pour ça que ça m'intéresserait de savoir comment mes confrères et consoeurs gèrent ça. Merci. Merci Isabelle. Je laisserai bien sûr la parole aux personnes qui voudraient peut-être témoigner du recours à cette formation. Mais je rejoins ce que vous avez dit. Moi, j'ai déjà eu des échos d'entreprises qui vont inclure une sensibilisation au VHSS ou à la diversité, le fait d'accueillir une diversité de public au sein de leur processus d'intégration dans l'entreprise, puisque à chaque arrivée de salariés saisonniers, il y a un processus d'adaptation au poste de travail qui est incontournable. Donc, on peut tout à fait réfléchir à moduler les formations qui sont actuellement proposées par l'AFDAS ou nous, au niveau du SNELAC ou même de la branche, proposer un parcours qui serait peut-être encore plus adapté au modèle social saisonnier. Une autre possibilité, ce serait de former un référent VHSS qui serait plutôt un salarié permanent ou on va dire un saisonnier récurrent qui aurait un rôle de chef d'équipe au sein d'une entreprise, donc il y aurait un contrat même s'il est saisonnier, mais on va dire les saisonniers vraiment longue durée, et je parle de contrats de 6 à 8 mois qui couvrent toute la durée d'ouverture au public, qui lui serait formé référent VHSS et qui pourrait accompagner les collaborateurs saisonniers tout au long de la saison, ceux qui ont des contrats plus courts. Mais voilà, deux possibilités qui pourraient être mises en place. Mais je note le point et on réfléchira avec l'AFDAS et les moyens qui nous sont donnés au niveau de la branche pour éventuellement vous proposer quelque chose d'encore plus adapté à vos activités. Merci.
Effectivement, peut-être, je ne sais pas s'il y a des témoignages, mais peut-être pour prolonger ce que vient de dire Artémis, c'est que je pense qu'il y a des choses qui peuvent être effectivement envisagées spécifiquement sur ces problématiques de saisonniers et d'emploi saisonnier. Alors, j'ai vu qu'il y a des mains levées. Valérie Amat. Votre micro. Pardon, Valérie Amat, je suis Oui, DRH au musée Grévin. Donc nous, la particularité sur les saisonniers, c'est que ce ne sont pas des saisonniers récurrents comme on peut avoir dans les domaines skiables ou dans certains parcs de loisirs, Turo, Astérix, etc. Nous, ce sont plutôt des étudiants, plutôt sur les périodes scolaires. Mais bien évidemment, le problème, puisque on a bénéficié, hein, j'arrive au terme de l'appui conseil AFDAS sur cette thématique-là. Euh, et on va entamer la formation des managers, etc. Mais pour les saisonniers, on a réfléchi il y a deux choses. Effectivement, il y a l'intégration. Donc, ce sera inclus dans la journée d'intégration. Et au moment de la signature des contrats, on remet une clé USB avec tous les documents obligatoires et on leur signalera que parmi ces documents, il y a aussi des informations. C'est la communication interne qu'on aura fait et à laquelle ils penseront pas, peut-être pas aller voir. Et puis, ce sera pas au même moment. Ce sera inclus dans cette clé USB avec les référents tant du CSE que au niveau de la direction en la matière. Et puis, on s'est posé la question en termes de formation, puisqu'on va effectivement former tous nos salariés, quel que soit le niveau, donc les permanents. Et pour les saisonniers, on s'est posé la question d'un petit, peut-être à leur arrivée, d'un petit e-learning sur leur téléphone, quelque chose de très facile, très simple. Mais après, c'est vraiment propre à Grévin, hein, c'est des jeunes, c'est des étudiants, donc on essaye de trouver un outil qui les emmerde pas trop et ils pourraient voilà, prendre 10 minutes, un quart d'heure et se sensibiliser aussi avec le même message pour qu'il y ait voilà, une communication commune au sein de notre entreprise. Merci pour votre témoignage. Je trouve que c'est une très bonne idée, le dernier point que vous avez abordé en particulier. Et peut-être justement sur le centre de ressources, de ne pas hésiter à les puiser. Certaines des vidéos, certains des témoignages qui peuvent être à la fois qui en termes de durée et de ton, de tonalité peuvent être plus intéressants et plus particulièrement à mettre en avant. En tout cas, une suggestion, mais en tout cas, je trouve que c'est vraiment une très bonne idée. Merci beaucoup. Merci. Jennifer Verhapen, si je prononce bien le nom. Oui, c'est bien ça. Bonjour à tous. Du coup, moi, je suis senior chez Disneyland Paris et en fait, j'avais juste, quelques questions par rapport à la cellule d'écoute, psychologique qui existe. En l'occurrence, alors moi, ça fait, quelques mois que j'ai rejoint, Disneyland Paris, et mon équipe, en l'occurrence l'équipe Employee Relations, nous avons, pour mission de gérer toutes les problématiques justement, relatives au harcèlement et à la discrimination. Donc c'est nous qui menons les enquêtes, qui gérons, toutes les problématiques, disciplinaires qui pourraient être autour de ces sujets-là et on fait aussi de la sensibilisation. Donc je trouve que cette, session est très intéressante, parce qu'effectivement, moi, elle m'a permis aussi d'avoir des éléments d'information, notamment sur la cellule d'écoute et la question que je me pose et excusez-moi si ça a été dit, j'ai peut-être pas entendu, mais elle existe depuis quand cette cellule? Alors, la cellule d'écoute, ça va être présenté après par les collègues d'audience. Ah pardon, c'est moi Moi, qui voilà, ai moi, mis un petit peu trop vite là-dessus. oui, D'accord. voilà, c'était dans... Non, c'est parce qu'en fait, Artemis avait très bien fait le teasing et donc, du coup, effectivement, ça sera pour la présentation juste après ce que je viens de présenter plus en détail au niveau des formations de l'AFDAS et puis des accompagnements. Parfait, super. Bah, Voilà. du coup, j'attends la Donc, suite vous alors. aurez toutes les réponses. mais vous Merci. faites une très bonne transition, Jennifer. Est-ce qu'il y a d'autres Euh, questions? Non, bah effectivement. Bah écoutez, hop, j'arrête le partage. Justement, pour faire cette transition avec la présentation de la cellule, là, Cédric vous a présenté les éléments de formation qui sont à votre disposition. On a bien conscience qu'avec un modèle social saisonnier, ça peut être compliqué d'envoyer systématiquement les personnes en formation ou d'intégrer ces éléments dans le process
d'entrée au sein de l'entreprise. C'est pourquoi là, le kit de communication de la cellule VHSS qui va vous être présenté tout de suite par audience, c'est vraiment une première pierre à l'édifice dans la lutte contre les VHSS. Et c'est vraiment un outil clé en main qu'on a monté avec eux, où rien que le fait de mettre à la disposition des salariés les affiches qui disent que la cellule existe et que les salariés peuvent y avoir recours, ça peut déjà être un premier élément, je pense, facile à mettre en œuvre et qui peut tout de suite être, j'espère, pertinent. Et on laisse la parole tout de suite à Audience qui va vous la présenter. Oui, merci beaucoup pour l'introduction. Donc, bonjour à tous, moi je suis Nadia Bouvard, je travaille chez Audience et je suis en charge du pilotage de cette fameuse cellule d'écoute dont on parle depuis le début, qui est extrêmement importante et qui effectivement est en charge de lutter, en tout cas c'est un des outils de lutte qui a été mis en place pour lutter contre les violences et le harcèlement sexiste et sexuel qu'on appellera tout au long de la présentation VHSS pour faire plus simple. Alors, je vais répondre à la question qui a été posée Madame Verhappen, je crois. J'espère que je n'écorche pas le nom, puisque donc je vais commencer peut-être par l'origine de la création de cette, de cette cellule. Alors, déjà pour rappeler un petit peu peut-être le contexte de celle-ci, elle fait écho aux premiers scandales qui sont sortis autour de 2017, d'abord aux États-Unis avec l'affaire Weinstein, évidemment, on s'en rappelle, et qui ont eu un effet et qui ont eu un écho très fort donc en France avec une première libération de la parole dans la foulée entre fin 2017 et 2018. Donc de nombreuses situations ont émergé et les partenaires sociaux, les organisations syndicales évidemment, ont souhaité pouvoir accueillir cette parole, donner un espace et une forme de réponse aux victimes qui s'exprimaient et qui se sentaient évidemment un peu isolées et démunies pour faire face à ces situations. Donc, elles ont, voilà, la mise en place de cette cellule, elle est à l'initiative donc de la FESAC et des organisations syndicales qui ont évidemment demandé l'appui du ministère de la Culture pour pouvoir mettre en place une cellule d'écoute qui se veut évidemment gratuite, anonyme et qui serait donc à la fois à destination donc, des victimes, cela va de soi, mais également des témoins et des référents VHSS dont on parlait il y a quelques minutes. J'y reviendrai un petit peu plus tard. Ils ont donc proposé à Audience d'en assurer le côté opérationnel, disons, puisqu'il est vrai qu'on connaît bien évidemment ce public, puisque en fait, Audience, c'est le groupe de protection sociale du secteur, donc public dédié. On a mis en place de manière opérationnelle fin 2019, mais réellement plutôt en juin 2020, la cellule qu'on a proposée sur une plateforme d'écoute téléphonique avec une adresse mail. En 2020, encore un petit élément de contexte, je rappelle qu'on est en pleine crise sanitaire. Donc, il est à ce moment-là très, très difficile de pouvoir donner de la visibilité à cette cellule. Donc, en fait, elle va progressivement être rendue visible et connue des différents secteurs pour pouvoir l'élargir. Au départ, les secteurs qui étaient visés était plutôt le secteur donc, du spectacle vivant et du spectacle enregistré. Bien évidemment, ces situations-là, elles existent dans différents secteurs. Donc, très rapidement, le secteur du jeu vidéo en 2020 a souhaité rejoindre la cellule. Et puis, on l'a ensuite ouvert aux arts visuels, aux artistes-auteurs en 2022 et aux espaces de loisirs et à l'édition en 2023. Donc, c'est bien en 2023, effectivement, que les espaces de loisirs ont pu signer donc du coup une convention de partenariat avec nous, permettant à tous les professionnels du secteur de pouvoir s'adresser à la cellule. Oui, je veux bien que tu passes la slide, merci beaucoup. Alors, sur le plan opérationnel, cette cellule, elle fonctionne de manière assez simple. On a une plateforme téléphonique qui est ouverte donc du lundi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 18h. Actuellement, ce sont donc les horaires de cette cellule avec le numéro que vous voyez s'afficher. Le ministère de la Culture a, il y a très récemment, fait quelques annonces
notamment sur l'extension des horaires. Donc, je pense que ça va être communiqué très certainement dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois, mais il va y avoir des horaires un petit peu étendus, donc pour qu'on puisse nous joindre simplement. Et puis, on a une adresse mail qui permet aux personnes qui veulent nous joindre de pouvoir le faire soit à l'écrit, soit de nous contacter pour qu'on puisse les rappeler sur une tranche horaire qui leur convient. On a également un site internet, mais j'en parle pas tout de suite puisque j'en reviendrai un petit peu en fin de présentation. Alors, cette cellule d'écoute, elle a deux formats d'accompagnement. Elle a un accompagnement. Tu peux passer, je te remercie. Elle a un accompagnement d'abord sur le soutien sur le plan psychologique, donc un soutien psychologique qui est proposé par des psychologues cliniciennes qui, évidemment, ont une expérience particulière sur les VHSS, les traumatismes et les violences à caractère sexuel. Elles ont donc pour premier objectif de pouvoir accueillir la parole. Alors, pardon, je ne l'ai pas dit, je reviens un petit peu en arrière parce que lorsque une personne, une victime, va appeler la cellule d'écoute, dans un premier temps, elle va avoir des experts de l'accompagnement social qui sont un premier niveau d'accueil et qui ont vocation à apporter une écoute bienveillante, mais également à pouvoir vérifier que la situation qui est exprimée par la personne relève bien de notre périmètre. Parce que je n'ai pas parlé du périmètre, mais il est important. Nous, on intervient sur toutes les situations de VHSS qui interviennent dans le milieu professionnel. Donc, dès lors qu'une personne est harcelée ou a subi une agression ou des agissements, des propos sexistes, dans le cadre de son travail, donc par un collaborateur ou par un responsable, peu importe, dès lors qu'il s'agit du milieu professionnel, nous pouvons répondre à sa demande. On a des personnes qui nous appellent parce qu'elles vivent une forme de harcèlement, parce qu'elles ont été agressées sexuellement, mais que cette situation s'est déroulée dans le cadre privé. À ce moment-là, même s'il s'agit d'un professionnel de la culture, on va devoir le réorienter vers une autre interlocution. Alors, il y en a plusieurs, mais disons que la plus connue reste quand même le numéro unique au niveau national, le 3919. C'est un des relais, mais il y en a plusieurs en fonction des situations. Il est très, très important que cette première vérification soit faite par l'accueil de premier niveau, afin de ne pas faire perdre de temps à la victime, dans le sens où elle va vouloir forcément s'exprimer un petit peu, et ne pas pouvoir être prise en charge ensuite serait assez frustrant pour elle. Donc, ce premier accueil, il est extrêmement important là-dessus. Ensuite, en fonction de ce qui nous est présenté, on va pouvoir, donc je vous le disais, proposer deux types d'accompagnement. Le soutien psychologique qui est extrêmement important, qui donc est proposé par des psychologues cliniciennes, comme je vous le disais, et qui a vocation à tenter de surmonter, en tout cas pas de dépasser, évidemment, les effets traumatiques des situations qui sont vécues, parce qu'en fonction des situations, évidemment, ça prend énormément de temps, mais déjà, de pouvoir s'exprimer, de les appréhender, c'est un temps qui leur est dédié et qui est extrêmement important. Dans un second temps, on a un accompagnement juridique qui est proposé. Donc, on a des avocats qui sont aussi spécialisés sur le sujet et qui apportent, eux, un conseil juridique qui est aussi très, très précieux pour les personnes qui nous appellent, parce qu'il a vocation finalement à apporter trois temps différents. Le premier temps va permettre, au regard des éléments qui sont apportés, de pouvoir poser des termes juridiques sur ce qui est dit, et donc de qualifier finalement, au sens juridique, les faits qui sont apportés. Donc ça, c'est quelque chose qui est très, très important, parce que, vous imaginez, on a énormément de personnes qui nous appellent et qui ne sont pas certaines de ce qu'elles vivent, notamment quand il y a une situation d'emprise. C'est extrêmement difficile d'avoir le recul, de se rendre compte qu'on est sous emprise en temps réel. Et ça, que ce soit la psychologue ou l'avocat, c'est extrêmement important de pouvoir l'exprimer et donc de l'analyser avec eux et de s'en rendre compte. Donc ça, c'est important. Ils vont aussi pouvoir permettre de lever une certaine forme de culpabilité qu'on rencontre assez souvent chez les personnes qui expliquent ce qu'elles vivent. Extrêmement important. Et puis, donc, une fois que les faits sont qualifiés par le conseil juridique, l'avocat va pouvoir indiquer les différentes voies de recours qui sont possibles. Parce qu'on va forcément très rapidement
penser au dépôt de plainte, au pénal ou au civil. Mais en fonction des situations, il peut y avoir aussi la sollicitation d'un recours sur les tribunes des prud'hommes, par exemple. Et voilà, il va donc pouvoir déterminer quelle est la voie à emprunter en fonction de la situation qui est établie. Et puis ensuite, une chose qui est importante également, il va expliquer quelles sont les démarches qui peuvent être engagées pour avoir recours à ces voies de recours. Je me répète un peu, je suis navrée. Mais ça aussi, c'est important parce que le dépôt de plainte, qui est une chose qui en soit complètement gratuite et qui peut être fait seul, pleinement, on conseille souvent d'être accompagné pour ce dépôt de plainte par un avocat, parce qu'on sait que ce dépôt de plainte et les mots qui vont être posés sur la plainte, ils sont extrêmement précieux et importants pour la suite qui va être donnée. Sauf que être accompagné par un avocat pour déposer de plainte, ça a un coût. Et que ce coût, c'est pas forcément quelque chose qui est à la portée des personnes qui nous appellent. Et donc, l'avocat va pouvoir parler de différents leviers, comme l'aide juridictionnelle, comme la protection juridique sur certains contrats de prévoyance ou d'assurance, mais également de l'action sociale d'audience, puisque les adhérents qui cotisent à la retraite de fait, nos publics, ont accès à l'action sociale. Et donc, nous pouvons étudier des demandes de participation financière pour pouvoir financer l'accompagnement d'un avocat. Voilà, donc le conseil juridique tel qu'il est proposé dans le cadre de la cellule est extrêmement important. Et donc, on propose à la fois le soutien psychologique, le conseil juridique, mais aussi l'un ou l'autre, puisque parfois des personnes nous appellent alors qu'elles ont déjà un soutien psychologique ou qu'elles sont déjà en contact avec un avocat. Je laisse passer la slide, je te remercie. Alors, donc ça, c'était pour le fonctionnement pratique. J'ai voulu vous apporter quelques chiffres aussi parce que c'est toujours un petit peu parlant. Donc là, ce sont des chiffres qui ont été revus très récemment au 31 mars 2025. Donc depuis la mise en place donc, de cette cellule en juin 2020, nous avons recensé 1835 appels et mails traités par la cellule. Alors, ces 1805 appels et mails, à la fois peuvent paraître peu, à la fois au regard des chiffres qu'on arrive à avoir d'autres plateformes de signalement, comme la plateforme nationale dont je vous parlais, finalement, sont des chiffres qui sont assez significatifs. D'autant que, comme je vous disais, la cellule, elle a commencé à fonctionner plutôt mi-2021, au sortir de la crise sanitaire, puisque forcément, pendant un temps, il n'y avait pas d'activité professionnelle. Donc, ce sont des chiffres aujourd'hui qui nous permettent d'avoir quand même une analyse assez pertinente des situations qui nous sont remontées. Donc, en termes d'appels, entre 2023 et 2024, pour exemple, on a eu une hausse de près de 70% des appels à destination de la cellule. Donc ça, c'est assez encourageant et ça s'explique de différentes façons. Déjà parce qu'avec le temps, on arrive à donner de plus en plus de visibilité à cette cellule, et ça notamment grâce à nos partenaires, comme aujourd'hui le CNELA, que je remercie encore au passage, parce que plus on va parler de l'existence de cette cellule et plus on va pouvoir la mettre à disposition des personnes qui en ont besoin. Donc ça, c'est un chiffre qui est encourageant. Un autre élément qui l'explique aussi, ce sont très certainement les différentes prises de parole publiques qui ont été faites sur les dernières années, les 2 dernières années en tous les cas, au moins, à minima, et qui ont un effet assez systématique chez nous. Dès lors qu'il y a un nouveau fait qui sort, une nouvelle personnalité victime qui s'exprime, on le sait, dans les jours qui suivent, on a un pic d'appel de la cellule. De la même façon que lorsqu'on a fait des partenariats avec alors, comme on le fait avec le Festival de Cannes, par exemple, mais aussi au César et au Molière, dès qu'on donne un peu de visibilité sur des grands événements sur cette cellule, on a aussi des pics d'appel qui suivent derrière. Donc, ces chiffres-là et surtout l'importance de la croissance au niveau des appels sur 2024 et sur ce premier trimestre 2025 par ailleurs, c'est assez encourageant parce que ça veut dire quelque chose, ça veut dire qu'il y a énormément de situations et qu'au fur et à mesure, des personnes nous appellent pour les partager. Je vais y revenir un petit peu après, mais quand elles les partagent avec une volonté individuelle de pouvoir s'exprimer, dénoncer pour aller mieux, pour faire cesser ou pour demander justice, mais elles le font aussi dans une démarche
plus engagées encore, puisqu'elles le font pour que les personnes qu'elles accusent, et que de manière aussi plus large, que le système change et que ces pratiques dans le secteur cessent. Donc c'est extrêmement important et encourageant. Quelques éléments au niveau du profil. Alors, sur les appelants de manière générale, on a 81% de femmes qui nous appellent. Ce n'est pas très étonnant. Les femmes majoritairement sont les victimes de VHSS. On a, malgré tout, sur les 2 dernières années, observé un plus grand nombre d'hommes qui nous appellent. Au départ, c'était plutôt pour témoigner de situations. Et puis, sur ces dernières années, on voit aussi qu'il y a des hommes qui vivent des situations de VHSS et qui, aujourd'hui, font le choix de s'exprimer. Sur la répartition des appelants, on a donc 50% de victimes, on a 15% de témoins, on a 9% de référents VHSS et 26% des appels qui concernent d'autres demandes. Donc, je vous le disais tout à l'heure, des demandes qui, par exemple, peuvent être des victimes de VHSS, mais qui vivent quelque chose sur le plan de la vie privée. On a aussi des écoles ou des élèves qui nous appellent, qui relèvent du secteur de la culture, mais qui n'ont pas encore accès à leur cellule parce qu'ils ont déjà une cellule VHSS qui est dédiée aux écoles et donc aux étudiants, qui est mise en place par le ministère de la Culture. Donc, on les réoriente bien évidemment. Et puis, on a aussi beaucoup d'appels d'entreprises, d'employeurs qui se retrouvent confrontés à un signalement et qui, même s'ils ont des chartes, des outils et des process mis en place, parfois se sentent encore un peu démunis sur la façon d'agir. Donc aujourd'hui, aujourd'hui et demain, la cellule n'a pas vocation à accompagner les employeurs et l'entreprise de manière générale sur le plan de l'action, parce que la cellule s'adresse exclusivement et volontairement aux victimes, aux témoins et aux référents. Néanmoins, évidemment, on va les réorienter également sur d'autres interlocutions et notamment sur aujourd'hui les syndicats qui sont extrêmement outillés pour répondre à ce type de questionnement. Sur les référents de VHSS, un dernier mot là-dessus, la cellule leur propose un soutien psychologique parce que les référents VHSS qui sont en activité au sein des entreprises, notamment parce qu'on sait que 90% sont des TPE, PME, ils connaissent bien souvent les victimes, mais ils connaissent aussi bien souvent les personnes qui sont accusées. C'est quelque chose qui n'est pas facile à gérer quand on connaît les personnes notamment. Et donc, on a observé le besoin aussi pour ces référents VHSS de pouvoir discuter avec une psychologue pour prendre un petit peu de distance sur la situation. Et ça, c'est précieux aussi pour eux. Les témoins, on leur a ouvert aussi la cellule, alors notamment pour le conseil juridique, parce que les témoins qui nous sollicitent sont souvent dans des situations où ils savent pas bien se situer. À la fois, ils craignent de dénoncer une situation sans l'aval de la victime, et on les comprend bien. À la fois, ils ont peur aussi de dénoncer parce qu'il pourrait y avoir un impact sur leur carrière, hein, disons-le. Et à la fois, ils ont peur que le fait de ne pas dénoncer puisse se retourner contre eux, une forme de non-assistance à la personne en danger, hein, c'est souvent un terme qui ressort. Donc là encore, le conseil juridique est extrêmement précieux pour les témoins puisqu'il est assez éclairant sur la protection de leur statut de témoin lorsqu'ils choisissent de s'exprimer. Je te laisse passer la slide, merci. Alors, donc là, on a resserré un petit peu le filtre. Donc, sur les victimes et les témoins qui nous appellent spécifiquement, donc 83% sont des femmes. Une répartition par rapport à l'âge, on sait donc, on a entendu et rappelé tout à l'heure que 49% sont des femmes dans votre secteur et qu'il y a beaucoup de jeunes professionnels. Bien là, nous, ce qu'on observe, c'est que 24% des personnes qui nous contactent ont moins de 35 ans. Donc, ce sont effectivement les plus touchés par les VHSS. 17% ont 35 à 45 ans, 12% ont plus de 45 ans. Et puis, donc, forcément, la différence, ils n'ont pas souhaité indiquer leur âge. Alors, sur les appels que nous recevons à date, donc nous avons une grosse proportion sur le spectacle vivant, hein, 66%, et 32% sur le spectacle enregistré. 2% relèvent des artistes-auteurs, des arts visuels et du jeu vidéo. Sur les orientations, quelques chiffres à nouveau. Donc, nous avons proposé 434 accompagnements, parmi lesquels donc 188 ont été mis en relation avec une psychologue et 246 ont été mis en relation avec un avocat. 112 personnes ont souhaité bénéficier des 2 accompagnements.
Donc là, comme je vous le disais, à nouveau, un nombre d'appels croissant, mais également, et logiquement, un nombre d'accompagnements croissant également, puisqu'entre 2023 et 2024, on observe plus 50% de demandes de soutien psychologique et plus 77% de conseils juridiques. Alors, sur les situations qui nous ont été exposées, 58% des faits datent de moins d'1 an et 26% sont anciens de plus d'1 an. Alors, là, ce qui est aussi encourageant, c'est à la fois de noter qu'effectivement, quand des personnes subissent des choses, lorsqu'elles le subissent encore ou quand une agression vient de se dérouler, il y a un réflexe qui commence à émerger, c'est celui d'appeler la cellule pour pouvoir à la fois être soutenu, mais aussi pour savoir comment réagir sur le plan juridique. 58%, c'est un chiffre qui est très important. Les 26% sont aussi encourageants parce qu'on a des personnes qui, justement, parce que la parole se libère de plus en plus, et parce que je le disais tout à l'heure, des personnalités ont choisi de s'exprimer aussi. Ça donne du courage à celles et ceux qui, à l'époque, n'avaient pas osé dénoncer, et aujourd'hui qui le font pour finalement essayer de se réparer soi, mais aussi pour s'assurer que les personnes qui ont été accusées à l'époque, aujourd'hui, cessent si toutefois elles continuent encore. Donc il y a une vraie volonté. On a des personnes qui nous appellent sur des situations qu'elles ont vécues il y a plus de 10 ans parfois. Alors, un autre chiffre qui est important aussi, 54% sur le fait de supérieurs hiérarchiques. Et je vous parlais d'emprise un petit peu plus tôt. L'emprise, c'est quelque chose qu'on relève beaucoup dans ces secteurs artistiques, puisqu'il y a une espèce d'aura qui se dégage de celui qui est un mentor, finalement, pour les personnes qui débutent dans ce milieu notamment. Et donc, c'est quelque chose qu'on observe. Ce lien de hiérarchie facilite, disons, le fait de pouvoir exercer une pression et donc d'en arriver à du harcèlement sexuel, voire une agression sexuelle. Cela dit, on a noté plutôt sur l'année 2024, on a noté quand même un espèce de rebond sur des faits qui se seraient produits plus par un collègue que par un supérieur hiérarchique. Donc une tendance qui tend à se rééquilibrer un petit peu. Ensuite, sur la proportion entre les agressions physiques et les attitudes et les propos sexistes ou sexuels, donc on a 49% d'agressions physiques, 51% d'attitudes et de propos sexistes ou sexuels. Ces 51%-là sont non négligeables puisqu'on intègre ici le harcèlement sexuel qui est dévastateur, qui a des effets dévastateurs puisque des personnes se retrouvent dans une incapacité totale à exercer une activité quand elles utilisent... quand elles vivent ce harcèlement sexuel. Voilà, donc c'est un chiffre qui est aussi extrêmement important. Alors, quelques constats. La difficulté à dénoncer ou enclencher des procédures judiciaires parce qu'il y a des craintes persistantes des conséquences sur la carrière. Évidemment, c'est quelque chose qui existe depuis toujours et je crois qu'il existera encore beaucoup, surtout quand on est, comme on l'a dit, saisonnier ou intermittent. Forcément, la fragilité sur la carrière, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile et ça pèse sur la balance au moment de dénoncer et de porter plainte. Les notions de harcèlement et de violence sexiste ou sexuelle sont encore très floues. Et je vous le disais, c'est pour ça que le conseil juridique est précieux pour clarifier les choses. Les victimes sont souvent en fragilité psychologique et contraintes financières, en toute logique. Les victimes expriment de plus en plus leur volonté de ne plus laisser faire. Je vous le disais également, pour soi, mais de manière générale pour le collectif. On observe malgré tout un changement perceptible de certaines entreprises plus sensibilisées au VHSS et avec plus d'écoute. Ça, c'est une réalité. La formation, la sensibilisation, la prévention et tout ce qui aujourd'hui est cadré et imposé par la loi, aujourd'hui est payante, puisque finalement tout le secteur et les entreprises se mobilisent. Vous-même aujourd'hui, en participant à ce webinaire, vous montrez clairement une mobilisation sur le sujet et c'est extrêmement important. Et ce qui veut dire qu'aujourd'hui, dans les situations qu'on nous remonte, on entend que lorsque un employeur a fait l'objet d'une remontée de signalement, l'employeur s'est saisi de la chose. Il n'a pas il n'a rien caché de la situation, donc il a affronté ce signalement, il l'a pris en main. Le fait que des entreprises nous appellent aussi pour nous demander
de l'aide ou des conseils, ou du moins une orientation pour savoir comment faire, démontre aussi cette volonté de bien faire des entreprises. Et c'est extrêmement important, puisque les victimes, on le rappelle, ont toujours le sentiment d'être complètement isolées et démunies. Le fait d'avoir le soutien de l'employeur, ne serait-ce qu'en donnant les coordonnées de la cellule, en faisant de l'affichage avec les kits médias, et j'y reviendrai, qu'on vous met à disposition, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Et donc, on voit les effets de la formation et de la sensibilisation au VHSS. Enfin, l'importance de la communication dans tous les environnements de travail. Évidemment, plus on va communiquer, plus on va donner de la visibilité de l'existence de cette cellule, et plus on va pouvoir mettre à disposition de celles et ceux qui en ont besoin un moyen de pouvoir gérer ce que l'on vit, d'être soutenu dans ces démarches. Et donc, c'est extrêmement important. Alors, je vous parlais d'un site internet tout à l'heure. Vous en voyez une illustration ici. C'est un site internet qu'on a souhaité construire un peu comme un centre ressources. Donc, il est organisé de différentes façons. Que vous soyez employeur ou que vous soyez professionnel, vous allez pouvoir retrouver des informations précieuses pour savoir qui appeler, pour avoir des éléments de définition de ce que sont les VHSS, pour avoir des outils de mise en place d'un protocole, par exemple, dans vos entreprises. On a essayé de centraliser par secteur ce qui avait été mis en place par les partenaires sociaux. Donc, vous allez trouver des accords de branche, de nombreux outils de mise en place de protocoles, tout un tas de choses. Donc, je vous invite à le visiter. Et puis, on a aussi donc, un annuaire des associations qu'on met à disposition des professionnels, s'ils le souhaitent. Et on a les contacts utiles. Je vous parlais tout à l'heure de contacts utiles également pour les employeurs et les entreprises. Donc, il y a la médecine du travail qui est un appui, il y a les syndicats qui ont un appui. On met aussi à disposition le défenseur des droits pour les victimes, c'est prévu aussi. Et puis, bien évidemment, on met ensuite à disposition notre kit média. Donc voilà, là, vous avez un kit média qui est complètement dédié au secteur ELAC, et avec donc des slogans. Hein, tout à l'heure, Artémis vous en parlait. Ça a été construit donc avec le SNILAC, et donc vous avez des phrases qui sont percutantes pour les professionnels qui relèvent de vos secteurs et qui donc indiquent les coordonnées de la cellule, nos horaires, quelques éléments d'information, parce qu'on a du recto verso, vous ne voyez peut-être pas tout ici. Et là où, je le répète parce que c'est important, là où les entreprises, les employeurs, les RH ont un rôle fort, c'est donc dans la prévention et dans la communication de cette cellule, qui est aussi finalement pour les employeurs un vrai outil, puisqu'il vous permet finalement de jouer votre rôle de prévention et de donner un élément de réponse à une victime qui viendrait en fait signaler quelque chose, puisque nous apportons, je vous disais, un soutien psychologique et un conseil juridique. Donc, différents formats qui s'offrent à vous, des affiches, des flyers, des autocollants que vous pouvez envoyer par mail, que vous pouvez afficher dans les lieux de pause, que vous pouvez mettre un petit peu partout dans les espaces qui sont les vôtres, où il y a du passage, bien évidemment. Ce kit, bien évidemment également, si vous avez la possibilité de le télécharger, de l'imprimer depuis le site internet, si vous avez aussi le besoin qu'on vous en envoie, vous avez la possibilité de nous envoyer un petit mail en nous demandant donc un envoi. On se fera un plaisir de le faire sans difficulté. Alors oui, une vidéo que nous avons tournée aussi avec le média Période et que nous diffusons sur les réseaux, parce que c'est là aussi qu'on va trouver un maximum de professionnels de la culture. Sandrine Quétier, notre marraine, a accepté donc de témoigner sur sa propre expérience lorsqu'elle était animatrice télé et aujourd'hui chanteuse. Elle a aussi connu des situations et elle a décidé de s'exprimer. Et c'est donc quelque chose qu'on a voulu mettre en image et qu'on communique de manière régulière sur nos réseaux pour pouvoir toucher un maximum de personnes. Donc, si vous avez la curiosité de la lire, je vous invite à le faire également. Je crois que j'en ai terminé de ma présentation. Donc, si vous avez encore un petit peu de temps pour des questions-réponses, je suis à votre écoute. Merci beaucoup.
Je tenais à remercier encore les équipes d'audience qui ont vraiment œuvré aussi avec les équipes communication au niveau du SNELAC, Tricia et Anthony pour la com au niveau du SNELAC, pour la création et l'adaptation du kit de communication, euh, avec notamment les slogans adaptés à à vos entreprises. Encore une fois, l'adhésion au niveau du SNELAC vous donne la possibilité de recevoir le kit au format papier avec les autocollants, les flyers et les affiches, les 3 types d'affiches qui, encore une fois, ont été créés spécialement pour notre secteur d'activité. Et merci également à Cédric pour avoir présenté les différentes formations qui sont également à la disposition de vos entreprises euh, si vous souhaitez former vos salariés. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors bien évidemment, nous au niveau du SNELAC, nous restons à votre disposition si vous avez des questions sur l'ensemble de ces sujets. Vos conseillers AFDAS en région restent à votre disposition pour tous les éléments que Cédric a présentés et les équipes d'audience pour toute question liée à l'organisation, la mise en œuvre de la plateforme ou pour recevoir un kit de communication au format papier. Absolument. N'hésitez pas, c'est avec plaisir. Merci Il est beaucoup. 15h11. Oui, je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là. Si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas à nous les envoyer directement et comme ça, on ne prendra pas plus de temps sur vos après-midi. Merci beaucoup, c'était très clair, très intéressant. Et merci pour cette précision. En effet, personnellement, je vais avoir besoin de digérer toutes ces informations, regarder attentivement le site sur lequel je me suis déjà rendue et reviendrai vers vous si j'avais des questions, bien sûr. L'un de vous trois. Voilà. Merci encore. Merci beaucoup. Le webinaire est également disponible en replay. Vous recevrez un lien très prochainement. Ah, et je voulais savoir, est-ce que le slide, les slides là, présentés par Marie peuvent nous être adressés ou est-ce que c'est possible de le recevoir, de recevoir cette présentation? Ça ne pose pas de souci, bien sûr. Alors, qu'est-ce que je dois faire dans ce cas-là? Oui. Je vais demander au niveau de la communication, comme c'est le SNELAC qui vous a adressé le lien d'inscription, de voir si on peut ajouter une pièce jointe au lien d'envoi du replay. Ça, vous aurez toutes les informations à votre disposition. Super. Au moins les diapos d'audience, je vais regarder. Oui, il faut pas hésiter aussi pour le diaporama que j'ai proposé. Hein, si jamais vous en avez besoin, il y a aucun souci, il peut circuler. Très bien. Merci beaucoup pour votre participation. Merci Merci beaucoup. à vous. Merci. À bientôt. Au revoir. Merci tout le monde. Bon Au revoir. après-midi. Au revoir. Bonne fin de journée, merci. Merci, au revoir. Merci Nadia, Marie, Cédric. Merci bien. Au revoir. Merci beaucoup, Artémis. Merci. Bonne journée, Cédric. Bonne journée. Merci. Merci. Au revoir.